Bonjour, dans cette troisième et dernière partie sur OnlyOffice Documents, nous allons aborder d'autres notions qui sont les notions d'enrichissement, c'est-à-dire en particulier on va mettre des images et des outils avancés, c'est-à-dire on va mettre des notes de bas de page, des références et des tables de matière. Pour insérer une image, c'est plutôt simple. On va dans la barre de menu en haut sur le menu insertion, on cherche image à partir d'un fichier si c'est un fichier qui est stocké localement sur votre ordinateur ou une clé USB, ou image à partir d'une URL si jamais c'est une image qui est sur internet. Donc on va prendre une image qui est stockée localement sur un disque dur par exemple. Je vais aller chercher une image ici et j'ouvre l'image. À ce propos, le cliquer glisser fonctionne aussi. Vous pouvez prendre une image qu'il y a dans votre dossier, cliquer dessus, la faire glisser et l'amener dans OpenOffice Documents, ça marche également. Quand l'image est sélectionnée, comme c'est le cas ici, on voit les petites poignées blanches autour de l'image. Alors le menu qui est ici à droite, le bandeau qui est ici à droite, sur ce bandeau-là, les paramètres de l'image sont activés. Si jamais l'image n'est pas sélectionnée, que je clique ailleurs dans la page, il n'y a plus le cadre avec les poignées blanches autour et je n'ai plus accès à ce menu-là. Pour les fonctionnalités simples, on a le redimensionnement de l'image. Donc directement avec les poignées si on le souhaite, par exemple ici. Mais si on prend une poignée un petit peu au hasard, celles qui sont sur les côtés, eh bien ça fait une grosse déformation de l'image, donc un petit peu déconseillé, à moins que ça soit vraiment un objectif pour vous. Je vais annuler ce que j'ai fait avec CTRL Z. Autrement, si on prend une poignée qui est dans un des angles, alors dans ce cas-là, la modification elle est homogène, c'est-à-dire que les proportions entre la hauteur et la largeur de l'image sont respectées. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant quand il s'agit simplement de redimensionner une image de façon visuelle. À droite, si on va dans les paramètres avancés, ça nous ouvre un menu avec d'autres options. En particulier, on a la taille de l'image. On peut éventuellement changer ici de façon manuelle la taille de l'image. Par exemple 10 cm de largeur. Et quand on a cliqué, on se rend compte qu'en fait la hauteur a été modifiée également. C'est histoire de garder les proportions. On peut faire en sorte de les délier les deux. Mais franchement, c'est pas très conseillé parce que là encore, ça va vous déformer l'image. Vous voyez, là, j'ai une image qui fait 10 cm de large normalement. Si on le souhaite, on a également la possibilité de remplacer l'image. C'est-à-dire que le cadre dans lequel l'image est comprise, là, on va garder exactement toutes les proportions et les propriétés de ce cadre-là, mais on va utiliser une autre image à la place. Donc on va aller cliquer sur remplacer l'image à partir du fichier. On va choisir une autre image. Et le cadre est resté exactement identique, simplement l'image qui a été mise dedans est une autre. Donc ça peut être très pratique à certaines occasions quand on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne image et qu'on a déjà modifié les propriétés pour que ça soit affiché correctement. Je vais annuler ce que j'ai fait, histoire de revenir à la machine à écrire. Voilà. Un autre outil qui permet de travailler la taille de l'image, c'est par exemple d'ajuster aux marges. On a vu qu'on a une marge à gauche et une marge à droite. Or, l'image n'est pas ajustée totalement aux marges. Donc si on clique là, sur ajuster aux marges, on se rend compte que l'image, elle remplit tout l'espace dispo qui est proposé par les marges de la page. Donc une option qui peut être intéressante à certaines occasions. En un clic, on va sur les marges de la page. J'ai annulé avec CTRL Z. Autre chose, ça tout le monde l'aura compris, on a la possibilité de modifier l'opacité de l'image, peut être intéressant à certaines occasions. On peut faire pivoter, faire tourner l'image sur elle-même. On peut lui faire du miroir horizontal ou vertical, c'est comme vous souhaitez. Bref, on a plein de petits paramètres qui permettent de travailler l'image dans le sens dans lequel on veut aller. Alors, ne pas oublier, c'est pas un logiciel d'édition d'image, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont relativement simples. Si vous voulez faire des choses beaucoup plus avancées, il faudra d'autres logiciels pour pouvoir travailler vos images avant de les mettre dans OnlyOffice Documents. On a également ici en haut une petite poignée qui permet de faire pivoter l'image selon un certain angle, c'est vous qui choisissez. Alors ça c'est de façon visuelle, on peut l'atteindre en étant beaucoup plus précis, en allant dans les paramètres avancés, on va dans l'onglet qui s'appelle rotation, puis on choisit l'angle avec lequel on veut faire pivoter. Et on valide. Voilà. J'annule une fois de plus. Dernière fonctionnalité que je montre à propos du travail d'image quand on est dans des cas simples comme ici, c'est de pouvoir renier l'image, c'est-à-dire en particulier recadrer sur certains éléments de l'image qui nous intéressent. Ça nous arrive très souvent d'avoir des images dans lesquelles on a plein d'éléments qui ne sont pas intéressants dans notre document, qui sont en trop dans l'image, mais on peut, on va dire en quelque sorte, zoomer sur une partie de l'image qui nous intéresse. C'est l'option renier qui se trouve ici. Donc on nous propose des poignées que l'on peut ajuster. Je fais des trucs au hasard, mais vous aurez compris que de cette manière-là, on peut réussir à cadrer une partie de l'image qui nous intéresse et rien d'autre.
on remarquera qu'au passage, ça a diminué les dimensions de l'image. Donc si on veut que ça remplisse de nouveau l'espace, on reprend cette image-là et on l'agrandit. Quand on retourne sur le menu rogner, il nous affiche ce qu'on avait d'origine. Donc on a toujours la possibilité de revenir sur toutes les autres parties de l'image et de réagrandir si jamais ça nous souhaite, si on le souhaite. Voilà. Donc outil rogner qui peut être relativement pratique. Dernière possibilité avec le rognage, on peut avoir un rognage un petit peu plus particulier dans le menu ici. Ça s'appelle rogner à la forme. Donc on a plein de formes disponibles et on peut rogner par exemple selon la forme d'une ellipse qui prendra la taille de l'image en fait. Voilà ce que ça donne. Voilà. À la place d'une ellipse, si on souhaite, on peut rogner par exemple avec un triangle. Voilà. Donc on peut faire des mises en page relativement sympas avec ça. On peut ajuster ces documents un petit peu comme on a envie. Voilà, ça c'était pour les fonctionnalités relativement simples de l'image. Alors la plupart du temps, quand vous aurez à insérer des images, à travailler des images, ce ne sera pas des images toutes seules dans un document, ça c'est plutôt rare. C'est plutôt des images qui sont incluses dans un document texte. Et c'est à partir de ce moment-là que souvent les problèmes de mise en page commencent à apparaître. Parce que les images, elles peuvent avoir un effet, on va dire, assez dévastateur sur les mises en page. Ça peut nous changer énormément de choses selon les paramètres que l'on utilise. Première chose à savoir quand vous allez insérer une image, c'est que cette image-là va venir s'insérer là où vous avez le curseur. Exemple, là le curseur il est devant le P de paragraphe. Si je viens chercher mon image et que je l'insère, elle se met avant le P de paragraphe. J'annule. Si jamais je me mets en plein milieu du mot paragraphe, là je suis entre le G et le R, et que je viens chercher mon image, elle s'est mise entre le G et le R. Donc attention à la position du curseur quand vous voulez insérer une image. Voilà, admettons que je veuille mettre l'image ici à cet endroit-là. C'est fait exprès, en plein milieu du paragraphe, je veux mettre mon image. On y va, on va aller la chercher. Voilà, donc vous voyez qu'au passage ça a modifié vraiment la disposition de la page, c'est ce que je vous disais précédemment, hein, ça peut avoir une très grosse influence sur la mise en page en elle-même. Et maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire avec cette image-là? Alors, les mêmes outils que ce qu'on a fait précédemment, on peut les diminuer, donc ça, il n'y a pas de souci, tous les outils que je vous ai montrés juste avant, ça fonctionne exactement pareil. Si je me rends compte que mon image n'est pas au bon endroit dans mon paragraphe, je peux très bien décider de la déplacer, mais attention, il faut véritablement bien observer où le curseur se place. Donc on le voit qui se déplace un petit peu en même temps que la souris. On voit qu'il passe de mot en mot, de lettre en lettre. Et par exemple, si on veut le mettre tout à la fin du paragraphe, on vient le mettre ici. Voilà, là je suis vraiment à la fin de mon paragraphe. Si je veux que mon image soit considérée comme étant un paragraphe à part entière et qu'elle ne soit pas incluse dans un paragraphe, en fait, il faut retourner sur le menu Accueil à cet endroit-là. Il faut aller afficher les caractères non imprimables. Et on se rend compte que ici, on a effectivement la fin de paragraphe, que mon image, elle est bien tout à la fin de mon paragraphe, mais elle est dedans. Elle est véritablement dans le paragraphe. Donc si jamais j'appuie sur Entrée, je fais une nouvelle fin de paragraphe et je peux déplacer mon image et la mettre dans ce paragraphe-là, ce qui fait que l'image est considérée comme un paragraphe à part. Donc j'ai un premier paragraphe avec le texte, j'ai un deuxième paragraphe qui correspond à l'image. Ça peut faciliter un petit peu la mise en page par la suite. Je vais annuler l'affichage des caractères non imprimables. Voilà. Alors, dans un premier temps, c'est effectivement ce que je vais vous conseiller de faire. Les images, plutôt que de les mettre à l'intérieur d'un paragraphe de texte, faites un nouveau paragraphe pour pouvoir mettre les images dedans. Ce sera un petit peu plus simple pour faire les manipulations par la suite. Alors dans un premier temps, c'est effectivement ce que je vais vous conseiller de faire. Mettez les images à part dans un paragraphe qui leur est propre à elles et pas ailleurs. Je vais vous montrer qu'on peut insérer une légende dans une image. Donc c'est simple, on sélectionne l'image, on fait un clic droit, on insère une légende. On a des informations qui nous apparaissent, comment on veut l'appeler, figure 1, donc on peut choisir son étiquette, équation, machin chose, etc. etc. Après ou avant l'image, avant c'est-à-dire que la légende sera au-dessus, après elle sera en dessous. D'autres options de numérotation. Je peux modifier le texte de ma légende, je vais l'appeler machine à écrire, puisque ça, cette image-là, c'est une machine à écrire qui a à peu près une bonne centaine d'années. Je valide.
Donc j'ai une légende qui est apparue ici en bas. Alors il faudra remarquer que cette légende-là, elle est dans un paragraphe qui est vraiment pour la légende, qu'elle a le style légende qui lui est appliqué. Et le gros inconvénient de tout ceci, c'est que si je veux déplacer mon image et la remettre ailleurs, tiens, je la mets au pif ici, là, la légende elle n'a pas suivi. Donc ça c'est un très gros inconvénient du logiciel. Je ne sais pas comment on peut faire en sorte de lier l'image et sa légende et faire en sorte que ça puisse se déplacer ensemble. A priori ça ne me semble pas possible. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est quand vous voulez mettre des légendes, mettez-les tout à la fin quand vous êtes sûr et certain que vos images sont placées là où vous le souhaitez. Bon, je vais annuler ce que j'ai fait, je vais enlever la légende, ça sera plus simple pour la suite. Puis je vais enlever l'affichage des caractères non imprimables. Voilà. On continue avec les styles d'habillage qui sont à disposition ici. Voilà, donc on nous propose plein de styles différents. Donc on a un style qui s'appelle aligné sur le texte, carré, ça c'est rapproché, je vais expliquer par la suite à quoi ça correspond. Alors je vais mettre d'abord aligné sur le texte. En fait, que se passe-t-il quand on est aligné sur le texte? L'image se comporte exactement comme si elle était un caractère du texte. Si je viens l'insérer en plein milieu d'un mot, c'est comme si c'était une lettre de ce mot. Donc l'image vient de se mettre en plein milieu de mon texte. Donc si jamais je diminue vraiment fortement la taille de l'image, c'est comme si c'était un caractère supplémentaire. Je vais annuler. Le deuxième style d'habillage, qui est carré, ça, en fait, avec cette option-là, le texte vient entourer l'image. Donc je peux déplacer l'image à l'intérieur. Vous voyez que le texte s'adapte en fait au contour de l'image. Donc c'est vraiment par rapport aux bordures que j'ai à l'extérieur de l'image. Donc je peux le déplacer à gauche, à droite, etc., etc. Donc vous voyez que ça s'adapte à l'intérieur. Alors pour la troisième option, qui s'appelle rapprocher, visuellement là, si on change, on se dit, ah bah il n'y a pas de différence. En fait, en réalité, il y en a une. Si je décide de rogner mon image, et de la rogner par exemple à la forme d'un triangle, comme je l'ai montré précédemment, eh bien le texte s'adapte à ce qui a été rogné. Donc option relativement intéressante, là ça s'adapte pas vraiment au bord de l'image qui est le carré ici qui contient le triangle, ça s'adapte vraiment à ce qui a été rogné. Donc une autre option qui vous permet de faire une autre mise en page, tout aussi sympa. Et si on va chercher les paramètres avancés ici, on peut décider, par rapport au bord gauche et par rapport au bord droit, de combien on s'éloigne. Par exemple, si je mets 1 cm à gauche, et que je valide, le texte s'est éloigné beaucoup plus à gauche. Si je décide de mettre autant à droite, 1 cm par exemple, que je valide, le texte s'est écarté par rapport au rognage de 1 cm. Donc ça permet de paramétrer en fait l'écart que vous avez entre la fin du texte qui est à cet endroit-là et le bord de l'image, que l'on vient de rogner en fait. Dans les autres styles, on a celui-ci qui s'appelle au travers. Je ne vois pas de différence visuelle quand je choisis de faire ceci. J'ai essayé d'autres options mais j'ai pas vu. J'ai ceci qui s'appelle haut et bas. Donc là en fait quand on fait ceci, on peut déplacer un tout petit peu l'image. Et ce qui se passe c'est que à la fin ici on va à la ligne. L'image vient s'insérer en plein milieu. Et puis ensuite on repart à la ligne à la suite. Donc ça permet d'avoir du texte qui soit correctement aligné avant et après, pourquoi pas, ça peut être une option. Ensuite des options un petit peu plus classiques, l'image devant le texte. Voilà, donc si je déplace mon image, vous voyez qu'elle vient masquer le texte qui est derrière. Ou bien dans le même esprit, l'image derrière le texte. Alors moins visible ici parce que mon image elle est relativement sombre, mais si je la déplace, on voit qu'en fait le texte vient devant l'image. Donc pour voir la différence. Voilà, là l'image est devant le texte, là l'image est derrière le texte. D'ailleurs quand on est dans ce mode là, on peut déplacer l'image un petit peu partout là où on a envie. Voilà. Donc elle est plus positionnée à l'intérieur d'un paragraphe, elle est positionnée quelque part sur la page. Je réannule pour revenir là où j'étais. Voilà. Donc ces styles d'habillage sont relativement importants
puisque très souvent c'est avec ces habillages là que vous faites des mises en page qui peuvent ressembler à quelque chose, ou alors c'est ça qui explique que votre mise en page elle a complètement modifié l'allure de votre page. Donc voilà, faites bien attention à ces styles d'habillage là pour les images, parce que c'est ça qui risque de vous faire des défauts dans vos mises en page. C'est exactement la même histoire quand on est dans un tableau. On peut tout à fait insérer une image avant ou après le texte, hein, exactement comme si c'était un paragraphe. Démonstration, insertion, image, on va la chercher à partir de notre fichier, on l'insère. Aux surprises, ça nous a tout foiré notre mise en page. Le beau tableau que j'avais construit précédemment, bah ça y est, il est tout cassé. Bah, c'est parce que l'image, en fait, elle s'est mise avec sa taille d'origine. On modifie, voilà, on diminue la taille de l'image, on retrouve le tableau tel qu'il était. Et puis après, c'est exactement la même chose que si on était dans une zone de texte qui soit en dehors d'un tableau, c'est tout pareil, exactement le même fonctionnement. Je pourrais d'ailleurs le déplacer pour le mettre dans une autre cellule si jamais j'ai envie. Mais là encore, hein, il y a toutes les histoires de redimensionnement, de remise en page, d'habillage qui vont avec. C'est exactement le même travail que si on était en dehors d'un tableau. Allez, je remonte, je vais effacer cette image là, j'en ai plus besoin pour la suite. Maintenant, on va parler d'une autre notion, c'est les notes de bas de page et des références. Alors une note de bas de page, c'est quoi? Ben c'est ça. Par exemple, si je me mets à la fin du mot paragraphe et puis que je veux lui donner une définition du mot pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, je me mets juste à la fin du mot paragraphe, je vais cliquer sur référence, j'appuie sur cette option là, le AB avec le petit 1 au-dessus, ça s'appelle une note de bas de page. Si j'appuie là-dessus, ça me met un petit 1 qui est apparu ici en bas de page. Donc c'est là qu'on peut écrire paragraphe. Voilà, point, définition, etc. etc. C'est quelque chose qu'on trouve assez souvent dans la littérature. On voit qu'on a un petit renvoi qui s'est mis au-dessus, là, qui renvoie sur une note de bas de page. Si jamais je veux faire une autre définition, par exemple texte en prose, je veux mettre une autre définition là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la prose? Ça va me mettre un deuxième renvoi en bas de page. Je peux réécrire la définition de la prose. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un petit 2, une petite autre référence qui est apparue ici. Et si jamais je me mets entre la référence 1 et la référence 2, par exemple le mot section, ici à cet endroit-là, et que je lui fasse une note de bas de page, qu'est-ce que l'on va voir? Et bien qu'en fait il s'est mis auparavant. C'est logique. En 1, j'ai d'abord le mot paragraphe, en 2, j'ai le mot section, en 3, j'ai le mot prose. Donc en fait, il a renuméroté pour laisser les éléments, les notes de bas de page dans l'ordre. Donc le prose qui était en 2 est passé en 3. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je peux écrire section et puis lui donner sa définition. Donc c'est quelque chose qu'on trouve assez régulièrement dans des textes littéraires par exemple, ou des textes qui nécessitent beaucoup d'explications. On trouve des petites références qui sont écrites en haut en exposant dans le texte. Donc ça se fait de manière automatique quand on va cliquer sur les notes de bas de page. Et puis ça nous inclut automatiquement dans le bas de la page les mots qu'on a référencés. Donc après à nous d'écrire ce que l'on veut dire. C'est là que vous allez trouver souvent les notes de l'auteur, les notes du traducteur ou ce genre de choses. Il existe exactement la même notion, sauf que cette fois-ci, au lieu que ça s'insère en bas de la page, ça va s'insérer à la fin du document. C'est ce qu'on appelle des notes de fin. Donc là, par exemple, si je me mets sur le mot monologue, qui est ici, plutôt que de faire une note de bas de page, comme je viens de vous le montrer juste avant, je vais faire une note de fin, insérer une note de fin. Et donc là, je serai tout à la fin de mon document. Je peux écrire ma définition si jamais je le souhaite. Donc là, je ne suis plus sur le bas de la page. Donc le mot monologue, si on le voit à l'écran, il y a un petit renvoi qui est marqué I qui est apparu. Allez, je vais zoomer pour qu'on voit bien. Voilà, ici. Et donc, vous remarquerez que ça n'est plus apparu à la fin de ma page, mais à la fin de mon document. C'est ici. Donc ça se met tout au bout du document. Ça s'appelle une note de fin. Autre notion, les en-têtes et les pieds de page. Je vais remettre mon zoom à 100% comme c'était précédemment. Voilà. Et ça, vous allez trouver les en-têtes et les pieds de page dans le menu Insertion.
Alors une en-tête, c'est quoi? C'est quelque chose qui se mettra tout au début de la page, avant les paragraphes et avant les textes qu'on aura écrits, et qui sera répercuté, qui sera répété sur chacune des pages. Et le pied de page, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être au-dessus de la page, c'est tout en bas de la page. Et c'est pareil, c'est quelque chose que vous trouverez sur toutes les pages. Exemple, je vais faire une en-tête. Donc on clique sur modifier l'en-tête. Donc là il m'a mis directement dans la deuxième page, mais pourquoi pas. Ben, je vais appeler cette en-tête là par exemple, texte de présentation. Voilà. Je valide en recliquant dans mon texte normalement. Donc tout au début de ma première page, quand j'étais dans l'en-tête, j'ai tapé le texte de présentation ici. Et ce qui se trouve, il se trouve également dans la deuxième page. Vous voyez qu'il s'est mis de manière automatique dans toutes les pages. Je peux faire la même chose avec le pied de page. Donc je vais faire modifier le pied de page. Puis ici, par exemple, je peux mettre une référence, un nom, etc. Par exemple, Monsieur Techno. Voilà. Si je reclique ailleurs, quand il veut, voilà. Et ben, ce mot Monsieur Techno, je le trouve dans toutes les pages. D'ailleurs, à ce sujet-là, je ne vous ai pas montré comment insérer une nouvelle page quelque part dans vos documents. Imaginez que après la source Wikipédia ici, puis avant le mot tableau, je veux avoir une page avec autre chose, par exemple. Eh bien, il y a plusieurs manières, hein. On peut faire insertion et on va chercher des sauts de page. Voilà, ici. Donc on peut faire un saut de page de cette manière-là. Ou alors, il y a une autre manière, hein, c'est des raccourcis clavier. On fait CTRL entrée. Si j'appuie sur la touche CTRL et qu'ensuite j'appuie sur la touche entrée, et ben ça m'a mis à la page suivante. Voilà, donc j'ai le tableau qui est apparu dans la deuxième page. Qui est passé maintenant à la troisième page en réalité. Donc pour résumer, j'ai des en-têtes dans lesquelles je peux aller venir travailler. Si jamais je veux modifier mon en-tête, on vient ici et puis on fait ces modifications. Voilà, ça se répercute dans toutes les en-têtes de page, donc le texte de présentation, blablabla, je le retrouve dans toutes mes en-têtes de page. Et c'est exactement la même chose avec le pied de page, qui est donc tout en bas de la page. Je peux la modifier également, ça se modifiera dans toutes les pages. Et donc une notion qui est très intéressante dans le pied de page, c'est de mettre ses numéros de page. Donc pour ceci, on va aller modifier le pied de page. Donc par exemple, si on fait un double clic dans le pied de page, on a accès au pied de page avec la touche tabulation. Alors la touche tabulation, c'est celle qui est à gauche de la lettre A, avec les flèches qui vont dans les deux sens. On peut se mettre au milieu. Alors ça fait un peu bouger des choses à l'écran, mais là vous voyez, je suis passé au milieu de mon pied de page. Et là je suis passé par exemple à droite de mon pied de page. Je peux décider d'insérer des champs, je peux insérer des numéros de page par exemple. Alors pour mettre le numéro de page, vous le trouvez dans en-tête et pied de page ici. Voilà. Et vous pouvez insérer le numéro de page. Par exemple, on nous proposait de base en haut à gauche, en milieu, en haut, etc. Nous, on va le mettre à la position actuelle, c'est-à-dire là où j'ai le curseur. Donc il met mon numéro de page. Très bien, il l'a appelé 1. On peut modifier ça si on a envie. Par exemple, page 1. Si je valide, je retrouve à la fin de ma première page le page 1 ici. Page 2 ici. Page 3 ici. On peut même faire encore quelque chose un peu plus intéressant, c'est de faire page 1 sur 3, page 2 sur 3, page 3 sur 3, etc. etc. Donc je retourne dans mon pied de page, je modifie, page 1 sur combien? Je pourrais écrire le 3 directement si j'ai envie, mais si jamais je rajoute des pages supplémentaires, j'aurai 4 pages, or le texte restera à 3. Et on a une option qui s'appelle insérer le nombre de pages. Là encore, c'est quelque chose qui va être entièrement automatique. J'insère le nombre de pages, donc page 1 sur 3. Voilà, donc j'ai bien mes 3 pages dans mon document, comme c'est affiché ici. Donc là, je suis à la page 1 sur 3, je suis à la page 2 sur 3, et je suis à la page 3 sur 3. Si jamais l'envie me prend de rajouter une 4e page supplémentaire, comme je vous ai montré précédemment, si par exemple devant le mot tableau, je fais CTRL entrée, et puis que dans cette page-là, je mets un texte blabla encore, maintenant j'ai donc désormais 4 pages dans mon document. Et il se trouve que le pied de page a été renuméroté de façon entièrement automatique. Donc j'ai maintenant mon document qui ne s'appelle plus page 1 sur 4, page 2, enfin page 1 sur 3, page 2 sur 3, page 3 sur 3. C'est passé en numérotation sur 4. Donc c'est entièrement automatique et c'est particulièrement pratique. Donc je vous conseille très fortement, quand vous avez des grands documents, d'utiliser cette option-là.
Notre dernière notion qu'on va voir dans ce tuto, c'est de pouvoir mettre des tables des matières automatiques. Alors les tables de matière automatiques, ça ne fonctionne que si vous avez appliqué des styles et en particulier de la numérotation. Donc si vous n'avez aucun style, aucune numérotation là-dedans, bah, c'est pas forcément l'idée du siècle. Donc ma table de matière, pour pouvoir la mettre, en général on la met très souvent en toute première page sans rien dedans. Donc ce qui veut dire qu'avant le mot paragraphe, ici par exemple, je vais devoir créer une page entièrement blanche dans laquelle je viendrai mettre la table de matière. Donc comme je vous ai montré juste avant, on fait CTRL Entrée. Et donc en toute première page, j'ai rien du tout. D'ailleurs, vous remarquerez au passage que ça a numéroté page 1 sur 5. Donc c'est génial. C'est quand même bien quand les choses sont faites automatiquement et qu'on n'a pas besoin de reprendre tous les documents. Pour mettre ma table des matières, c'est encore quelque chose qu'on va trouver dans le menu qui s'appelle Références. Voilà. Et vous avez l'option ici, Table des matières. Cliquons dessus. Et il nous insère directement la table des matières telle qu'on l'avait déjà définie dans les exemples et dans les tutos d'avant. C'est entièrement automatique. Donc ça correspond bien à ce que j'avais. J'avais le titre 1 qui s'appelle Histoire, le titre 2 qui s'appelle Fonction, texte linéaire narratif, etc., etc. On voit que ça a tout mis à jour. Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas très chouette, c'est-à-dire que je commence directement une page blanche avec texte de présentation, blabla, bon ça peu importe, mais j'ai pas de titre général là au-dessus. Par exemple, je voudrais bien avoir table des matières. Donc si jamais je me mets avant le mot histoire et puis que je cherche à écrire quelque chose, je risque de faire le bazar, mais par contre tout à la fin ici, j'ai la possibilité d'écrire dans un paragraphe. Donc là, après la table des matières, en fait, il nous a mis plusieurs petites choses, il nous a mis la fin du paragraphe de la table des matières, et puis il nous a mis le saut de page qui va à la page suivante. Donc si à cet endroit-là, je décide d'écrire table de matière, que je décide de lui appliquer un style de titre général, comme celui-ci, pour l'instant, j'ai la table des matières qui est après le titre. Enfin, j'ai le titre table des matières qui est juste après la table des matières. Donc c'est pas forcément encore une très bonne idée. Et bien en fait, cette table des matières-là, quand on clique dessus, on a ici des petits points. On peut décider de déplacer ça à la fin de la table des matières. Voilà. Ça donne des choses un petit peu plus propres. Alors à propos de la table des matières, qu'est-ce qui se passe si jamais on décide de changer un nom? Par exemple, tiens, ici je vais m'amuser à l'appeler histoire-géographie, juste pour voir. Voilà, ça s'appelle plus histoire. Bon, le mot géographie n'aura aucun rapport avec ce qui est expliqué dans le paragraphe, mais peu importe. Là pour l'instant, le titre numéro 1 s'appelle histoire-géographie. Ça ne va pas changer ma table des matières. Mais si on clique dessus, on a la possibilité de mettre à jour la table entière. On pourrait mettre à jour que les numéros de page si jamais on le souhaite, mais on peut mettre à jour la table entière. Et regardez ce qui se passe. Et le titre, il a changé. Il est passé à histoire-géographie. Donc c'est quand même un outil qui est bien pratique. Autre chose également, la table des matières, je peux lui choisir des styles différents. Donc là, on a simplement un style où on nous indique paragraphe numéro 1, titre numéro 1, c'est à la page numéro 2, le texte non linéaire, etc., c'est à la page numéro 3. Mais dans un document un peu plus interactif, genre un PDF par exemple, on pourrait choisir de mettre des liens. Et donc de cette manière-là, quand on aurait le fichier PDF, si on clique sur le lien, ça nous enverrait directement à la page concernée. Donc c'est une autre manière de travailler avec des tables des matières, surtout quand on fait des documents en PDF. Je vais le remettre en premier. Bon, et là il a décidé d'appliquer un style dans lequel il met tout en lien également. Donc si on veut virer tous ces liens et revenir à ce qu'on avait précédemment, c'est un petit peu pénible. Bon, on clique sur la table de matière, on va dans les paramètres, on dégage cette option là qui s'appelle mettre la table de matière sous forme de lien, et on revient dans le style qui s'appelle simple. Voilà. Et on est revenu à ce qu'on avait précédemment. Voilà, c'est donc la fin de ce tuto sur OnlyOffice Documents. J'espère que tout ce que vous avez vu dedans vous apprendra à savoir manipuler les fonctionnalités les plus importantes de OnlyOffice Documents. J'ai vraiment montré ce qui est nécessaire de savoir. Alors effectivement, après il y a plein d'autres choses à connaître également, plein d'autres choses à découvrir, mais ça c'est des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Et puis c'est au fur et à mesure de l'utilisation que vous découvrirez certaines options, certaines possibilités. Donc comme un sport en fait, le travail sur des traitements de texte, le travail sur des logiciels, en fait, plus on passe de temps dessus, plus on maîtrise. C'est au fur et à mesure des heures que vous passerez sur le logiciel que vous commencerez à avoir une bonne maîtrise de ce qui se passe dedans. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.